Bonsoir, Bonsoir. merci de votre présence pour cette 6e séance du cycle Crise civilisationnelle contemporaine. Le totalitarisme, furieux, dévastateur, mortifère et brouillon de la première moitié du XXe siècle, n'a pas disparu, consigné aux archives de l'histoire. Il n'était pas un accident contingent des linéaments de la modernité, il revient comme une tentation insistante sous des montages mieux architectonnés aujourd'hui. Il navigue parmi les populations, déjà, celles qui sont cognitivement asservies à l'envahissement des ressorts mentaux des pensées d'administration qui ne pensent, si on peut dire, que par signaux, codes et taxinomie, qui sont éthiquement puérils, comme ce tsunami de poses vertueuses à quatre sous qui ne font pas opéra mais opérette de ces jours-ci. Et psychiquement, en grand mal-être, où par exemple on prend la sexuation sous le nom générique de genre comme un code vestimentaire. Ce qui est en cours de démantèlement, ce sont les paradigmes mêmes de sens de ce que pourrait être une démocratie véritable. D'une part, une gouvernance qui a rompu avec l'indication saint-simonienne du progrès, lorsque Saint-Simon espérait le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses, sans pouvoir anticiper que les choses un jour seraient les hommes, et qu'au lieu de savoir gouverner, les cadres de la gouvernance ne savent plus qu'administrer et mal. D'autre part, ce tohu-bohu régressif qui signe l'infantile et qui gagne la société civile via ces agents de diffusion que sont médias et réseaux sociaux, un appétit d'uniformisme, d'unidimensionnalisme, sous l'attrait enthousiaste était le mot autrefois pour fanatisme, d'un monde sans limite. Une dualité qui paraîtra antagoniste si on n'y perçoit pas que ces deux facettes consonnent dans le rejet et l'effacement du monothéisme éthique, dont les signifiants en majesté ont été encore magnifiquement rappelés dans la courte mais dense allocution de la reine Élisabeth II le 8 mai dernier. Le père, le courage, la dette, la solidarité. C'est dans cette ambiance et en parallèle à celle-ci, qui ne fait plus filet ni contrainte au sens aristotélicien, que du côté des technosciences omnipotentes et de la zootechnie génétique, s'arrime un engineering revisité, celui de l'homme amélioré, annoncé à grands battements de tambour connectique, euphémisé du surhomme promis des Lebensborn d'antan. Le transhumaniste se dynamise de franchir toutes les frontières du biologique comme du spirituel et se niche à l'aise dans la chosification de l'être humain en ressources de matières premières. Il est bien ainsi une des chimères de notre époque. Pour en évoquer, souligner, creuser les attendus, nous avons demandé à Dominique Folscheid de venir nous entretenir de ses recherches et réflexions à ce propos, qu'il en soit remercié avec reconnaissance, fraternité et compagnonnage spirituel. Nous nous étions croisés avec Dominique lors du formidable colloque conçu par Lise Haddad et Jean-Marc Dreyfus, organisé à l'Institut Goethe à Paris en 2011, du Code de Nuremberg à l'éthique médicale contemporaine, et qui fit l'objet d'une remarquable publication sous la direction des mêmes concepteurs intitulée « Une médecine de mort » aux éditions Vendémiaire. Il est professeur émérite de philosophie morale et politique à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Il y fut également, avec Éric Fiat, une figure académique du laboratoire Espace éthique et politique de l'Institut Hannah Arendt de l'université. Il est aujourd'hui le co-directeur du département de recherche éthique biomédicale du Collège des Bernardins, auquel aussi contribue Monette Vacquin, que nous avons entendu il y a quelques séances. Ce qui double notre satisfaction et reconnaissance qu'il ait accepté de contribuer à ce cycle. Car il est d'évidence qu'avec le Collège des Bernardins, nous partageons bien des évidences sur ce qui est l'objet de nos soucis, alertes et nécessités de réparation de l'humain dans l'homme contemporain. Dominique Folscheid est l'auteur de nombreux ouvrages, articles,
tous scrutant, interpellant les dommages à leur humanité que les humains s'infligent eux-mêmes. Parmi ceux-ci, Sexe mécanique, la crise de la sexualité contemporaine, paru à la table ronde en 2002, L'esprit de l'athéisme et son destin, à la table ronde en 2003, avec Brice de Malherbe, Fin de vie, Penser les enjeux, soigner les personnes en 2013 aux éditions du Collège des Bernardins, avec Brice de Malherbe et Anne Lécu, Le transhumanisme, c'est quoi aux éditions du Cerf, et en mai 2019, Made in Labo, de la procréation artificielle au transhumanisme aux éditions du Cerf. Dominique, je te laisse la parole. Merci Gérard pour cette présentation et pour les excellentes idées que tu as évoquées et qui consonnent tout à fait avec les miennes. En ce qui concerne ma carrière, il y a juste un petit point de détail qui ne mérite même pas d'être souligné, mais j'ai cessé mes fonctions de directeur, de co-directeur du Collège des Bernardins. Je suis maintenant au conseil scientifique du même département où Monette Vaquin a mis 45 ans pour moi maintenant, et est également présente. Mais enfin, nous continuons la collaboration et bien entendu, nous sommes tout ouïes à l'égard de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est assez bouleversant, mais qui, je crois, ne va pas du tout changer ce que j'avais prévu de dire ce soir. Je crois même que ça va faire partie du prétendu monde d'après, qui sera en réalité une redite empire du monde d'avant. Donc mon sujet aujourd'hui, c'est un peu ingrat bien sûr, mais je pense que une fois posées les raisons de ce titre, la fracture anthropologique, la révolution antigénéalogique, je pense que armé à la fois de la réflexion philosophique et de l'histoire, je ne suis pas historien, mais j'utilise des historiens, je crois qu'on peut se dire que nous sommes dans une époque, il faut carrément parler d'époque, dominée par un esprit du temps qui fait que les individus ont beau vouloir ou ne pas vouloir, il y a quelque chose comme un entraînement général qui fait que nous sommes tous confrontés à cela et dans la plupart des cas, nous sommes tous entraînés par un processus qui est malheureusement non pas du tout du type dérive, pas du tout du type accident de parcours, comme peut l'être le Covid, mais un processus qui relève d'une logique à effet de cliquet, c'est-à-dire qu'une fois embarqué, il n'y a pas de retour arrière jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau une rupture d'époque. Donc, mon travail se situe, si j'ose dire, à mi-chemin de la réflexion philosophique atemporelle et de la réflexion philosophique à partir de l'histoire qui, elle, est évidemment tout à fait temporelle. Alors, si je parle de fracture, premier point, c'est pour modifier ce que l'idée de rupture a d'insuffisant. Je parle de fracture parce qu'il y a l'idée des fractions. Et l'idée des fractions implique qu'il y a quelque part une volonté, même si c'est la volonté de puissance, qui n'est celle de personne et celle de tout le monde, ce qui met une certaine distance avec l'idée de fracture sociale qui avait été un grand moment de l'épisode Chirac. C'est une mise en cause, à mon avis, tout à fait fondamentale de ce que disait Pierre Legendre à propos de la condition humaine, l'homme est un animal généalogique. Et mon idée est que depuis au moins mai 68, mais un petit peu avant, comme on le verra, l'homme ne veut plus être un animal généalogique. Et je le confirmerai à l'aide de deux propositions. La première est que pour pouvoir créer, il ne faut pas engendrer. Et la seconde est, pour pouvoir se créer soi-même, il ne faut pas avoir été engendré. Ce qui nous renvoie en réalité, historiquement, pour l'histoire des idées, à L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, publié en 1943. Et ce n'est pas par hasard, on est au milieu de la Seconde Guerre mondiale et on va voir quelle importance a cette guerre
pour l'évolution de l'esprit du temps. Mais revenons un petit peu à l'actualité, parce que l'actualité, elle est un peu différente. Enfin, l'actualité d'il y a quelques années, car je vous rappelle cet élément assez surprenant qui est qu'en septembre 2019, en même temps que s'ouvrait la session de l'Assemblée nationale sur la nouvelle loi dite de bioéthique, mais qui se dit bioéthique, alors qu'elle est difficilement éthique, et bien en même temps, Greta Thunberg et Emmanuel Macron parlaient à l'ONU du problème de la crise écologique. Il y a donc quelque chose qui a marqué notre époque comme une contradiction interne, pendant que les collégiens défilent en disant « pas de nature, pas d'avenir », voilà un projet de loi, comme je le montrerai tout à l'heure, qui considère que la nature est à mettre au rencard parce que la technique doit prendre toute la place. Donc, l'actualité est toujours là pour nous rappeler des choses et je pense que Hans Jonas a écrit quelque chose de très important dans le principe responsabilité, cette phrase qui dit ceci: nous savons seulement ce qui est en jeu quand cela est en jeu. Et donc, je me sers aussi de l'actualité, pas seulement de l'histoire, parce que on voit apparaître de plus en plus, et de manière très rapide, il y a une accélération du temps, c'est évident, que cela est en jeu, et cela nous conduit à penser, cela nous impose de penser ce qui est en jeu. Alors pourquoi est-ce que tant de gens ont du mal à comprendre ce qui se trame? Eh bien, ce sera mon premier point. L'idée de dévoilement progressif, mais avec un triple voile à déchirer. Un voile que Schopenhauer, bien oublié aujourd'hui, appelait le voile de Maya, celui qui, dans la pensée hindoue ou bouddhiste ou leur sacrétisme, fait que nous avons comme une sorte de thé sur les yeux. Et je couplerai cette idée avec une autre que je dois à Homère et en même temps l'informatique, l'idée de cheval de Troie, le concept de cheval de Troie. Le concept de cheval de Troie, chez Homère, comme tout le monde le sait, est celui de la ruse inventée par Ulysse, qui a fait construire un cheval artificiel, ça c'est intéressant, pour que les Troyens, abusés par le faux départ des Grecs, considèrent que c'est un trophée qu'il leur reste à gagner. Et comme ils n'avaient pas les moyens de le faire entrer par la porte de Troie, ils ont abattu leur muraille. Et donc, je pense que ça, c'est une représentation très intéressante du manque de résistance, du manque de compréhension de notre époque. On abat la muraille en croyant avoir fait une bonne affaire. Le second sens qui est aujourd'hui dominant, c'est celui du logiciel malveillant, qui s'introduit dans votre ordinateur et qui travaille à votre insu. Et en travaillant à votre insu, il prend le contrôle sans que vous puissiez y faire grand-chose, sauf à recourir à un dépanneur particulièrement doué. Et donc, nous avons là une double représentation, une double métaphore, l'idée du manque de résistance et l'idée du logiciel. Et comme on dit aujourd'hui, vous savez, quand on dit qu'on n'arrive plus à comprendre exactement ce qu'on dit, on pense à un bug, on pète un câble, on est dans le vocabulaire informatique et bien entendu, le logiciel malveillant, c'est celui qui nous agit en dépit de notre plein gré, selon l'immortelle formule du cycliste Richard Virenque, j'ai été drogué à l'insu de mon plein gré. Alors, pourquoi n'a-t-on pas compris alors que nous avions sous les yeux un spectacle particulièrement éloquent? On n'a pas compris parce que en 1978, qui est la date princeps de l'apparition de la technique dans tous ses états, date princeps parce que c'est celle du premier bébé éprouvette venu au monde, qui se nommait Louise Braun. On n'a pas compris l'importance extraordinaire de cet événement, car c'en est un, qui a coupé littéralement l'histoire en deux, parce que c'est la première fois que l'on peut avoir un enfant en dehors de toute relation sexuelle. Et là, il y a quelque chose qui a touché
de plein fouet la sexualité elle-même, et pas seulement la médecine qui, du coup, est devenue en fait une servante de la technique. La médecine, comme on va le voir d'ailleurs dans le projet de loi qui va à nouveau être débattu d'après M. Legendre dès la sortie du confinement, alors que là, cette fois, on se dit la médecine n'est plus pour rien, hein, l'aveu est là. Lorsque cette Louise Braun est apparue, on a juste compris, selon l'OMS, que c'était un traitement de la médecine contre l'infécondité et la stérilité, qui a été érigé par l'OMS en grande cause parce que de plus en plus de gens sont inféconds ou stériles, ce qui pose d'ailleurs des problèmes écologiques majeurs parce que on peut imaginer que quantité d'éléments de la nutrition et autres n'y sont pas pour rien. Alors, pourquoi n'a-t-on pas compris? Pour 3 raisons. La première, c'est le voile statistique qui a recouvert cette apparition. Je vous donne quelques chiffres sans vouloir être ennuyeux. En réalité, actuellement, selon les chiffres de l'INED de 2018, où la France connaît 758 000 naissances par an, on n'a que 3,4% d'enfants nés par procréation médicalement assistée, ce qui représente à peu près 1 sur 30. Ce qui nous donne environ un peu plus de 25 000 enfants. Parmi ces enfants, il y en a une minorité qui est née avec don de sperme, environ 1 millier. Et avec don de vessie, encore moins. On parle de 250. Encore une fois, chiffre sujet à caution parce qu'il y a quantité d'autres moyens de passer en dehors de ces causes des firmes habituelles. On le verra également tout à l'heure. Donc, l'opinion ne s'émeut pas. Hein, c'est un pis-aller, c'est un rattrapage, c'est un palliatif. Et en réalité, on n'a pas vu qu'il y avait une partie de la procréation médicalement assistée qui était palliative et elle s'arrête littéralement au fait que les 2 parents sont hommes et femmes, ont un enfant sans rupture de généalogie. Là, on peut parler de palliatif. Et pour le reste, il n'y a plus de palliatif. Il y a autre chose. Donc, en tout cas, c'est minoritaire. En revanche, l'INSEAD nous dit que d'après leurs projections, il y avait en 2000 à peu près 100 000 enfants déjà nés par AMP en France. Il y en avait 200 000 en 2008, 300 000 en 2014 et on en prévoit 400 000 pour fin 2019. Et là, ça commence à changer un peu la donne. On compte d'ailleurs dans le monde entier environ 5 à 6 millions d'enfants nés d'une manière ou d'une autre par des procédés techniques. Alors je dis, ces chiffres sont sujets à caution parce que en même temps que l'on débattait de la loi, et ça c'est intéressant, je suis intervenu à plusieurs reprises, y compris à LCP Sénat, pour parler de ça, et les gens ont l'air de tomber des nues, les responsables politiques, quand je leur dis, mais enfin, vous consultez Internet, vous consultez le site de Cryos International, qui est le grand pourvoyeur de sperme pour le monde entier, qui est situé au Danemark, et qui prétend déjà, en 2014, avoir permis la naissance, permis plutôt les grossesses de 246 femmes, avec comme pourcentage 40% de femmes seules et 10% de lesbiennes. Autrement dit, le projet de loi à la française est déjà contourné dans les faits. On se débrouille autrement. On ne compte pas non plus ce qu'on appelle les dons artisanaux, qui se produisent à partir de réseaux sociaux spécialisés, où on s'inscrit en ligne. Et alors, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est dans mon livre, c'est assez cocasse par certains aspects. Il y a les méthodes dites naturelles ou semi-naturelles, et c'est un moyen d'avoir directement une fourniture de sperme pour femmes. On oublie également, 3e point, le tourisme procréatif, puisqu'il y a 2000 femmes françaises qui ont procédé ainsi déjà en Belgique, 4000 en Espagne, et en ce qui concerne les chiffres de la Grande-Bretagne, où le dispositif est déjà en place, on en est à un peu plus de 8000 femmes, tout compris, lesbiennes et femmes seules. Alors, la grande différence avec le palliatif, c'est que ce sont des personnes qui, normalement, ne sont pas stériles, mais qui, vivant en couple, ont des couples stériles, et qui, par conséquent, ont l'intention, ont le désir d'avoir des enfants, mais des enfants qui, du coup, seront d'avance programmés comme étant
en absence d'une partie de leur généalogie. C'est un indice, évidemment, ce n'est pas suffisant, mais on va voir que par la suite, on a beaucoup plus d'éléments. Parce qu'associé à ce premier voile, qui est le voile statistique, on a le voile médical, ou plus exactement, pseudo-médical. Comme je le disais, l'OMS considère que c'est une grande cause de santé publique que de lutter contre l'infécondité et la stérilité. Alors évidemment, on pourrait se dire que c'est à la médecine, c'est au laboratoire pharmaceutique de tout mettre en œuvre pour y parer, mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Jacques Testard, dans ses œuvres, l'a très bien démontré. On va au plus court, on va au plus rentable pour certains, on va à la procréation médicalement assistée, on ne va pas vers les soins, on ne va pas vers la chirurgie, ou très peu, et de toute façon, quand ça ne marche pas, c'est toujours là qu'on aboutit. Ce qui est d'ailleurs vrai dans tous les pays anglo-saxons ou de culture anglo-saxonne, la procréation médicalement assistée, comme on dit en France, l'in vitro fertilization, comme on dit chez les anglo-saxons, ce qui est beaucoup plus vrai parce que c'est de la technique pure, est le moyen idéal de produire des éléments qui suscitent d'une part le désir et permettent la constitution d'un business. C'est d'ailleurs un business extrêmement rentable, tout compris, ce sont des millions de dollars, des milliards de dollars même, qui sont dépensés chaque année avec cela. Alors, le voile médical, c'est l'idée que, effectivement, on a ici un remède, un traitement. D'ailleurs, il est arrivé dans beaucoup de publications qu'on parle du sperme des donneurs comme d'un médicament, ce qui est assez étrange. On parle aussi des bébés fabriqués pour servir de support de greffe ou de donneur de produits pour un petit frère, de bébés médicaments. Donc, on médicalise dans le vocabulaire. Mais le traitement médical ne correspond pas à la réalité puisque c'est un traitement qui fait que les personnes concernées restent aussi stériles et infécondes qu'auparavant. Néanmoins, c'est ce qui a valu au promoteur de l'opération, le premier à être arrivé, c'est-à-dire Robert Edwards, d'être prix Nobel 2010. Et dans les déclarations du jury Nobel, on note explicitement que c'est une grande avancée de la médecine en ce qui concerne la lutte contre l'infécondité et la stérilité. Et pourtant, si on y regarde de plus près, j'ai fait ma petite enquête, dès 1977, c'est-à-dire une année auparavant, le même Edwards, dans le Guardian, parlait de lourds péchés à propos des parents qui ne se souciaient pas de la qualité de leur enfant. Et en France, lorsqu'il est venu un petit peu après, il a été interviewé par Le Monde et il a exprimé son refus absolu de toute loi destinée à limiter la recherche. Pour l'anecdote, il faut même ajouter que l'Office britannique qui est en charge de veiller sur l'éthique des expérimentations avait refusé tout crédit à Edwards, au prétexte qu'il ne faisait pas d'abord d'essais sur les guenons et il sautait directement à la femme. Edwards est passé outre, il a été subventionné par une fondation, très probablement la fondation Ford, qui est d'illustre mémoire en ce qui concerne le soutien au nazisme. Vous voyez comme les choses se retournent. Et pour en finir, il a fondé son propre comité d'éthique qui appartient à son propre laboratoire. Mais dès que Louise Brown est née, la même officine britannique a sauté de joie en l'air et considérait que c'était une avancée majeure, un progrès de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le projet d'AMP pour toutes 2019 ? Eh bien, le dévoilement définitif de ce qui était resté caché, à savoir que de thérapie, il n'y a pas. Agnès Buzyn, qui a d'autres casseroles maintenant à surmonter, l'a d'ailleurs avoué, quand elle a présenté le projet de loi, elle a dit de toute façon, dire qu'il y avait avant une AMP thérapeutique et que maintenant il y en a une qui ne l'est plus, c'est une blague. On sait très bien que les médecins le faisaient quand même, sans indication que tout ça finalement était bidon. Mais au moins les choses sont claires. L'idée, le projet d'AMP pour toutes, qui concerne les lesbiennes et les femmes seules, est un projet qui effectivement élimine l'alibi thérapeutique du procédé
comme je le dis en plaisantant, suivant le conte d'Andersen, vous savez, le petit garçon qui dit « Tiens, le roi que tous les courtisans disent « Ah, comme il est bien habillé, comme il est bien habillé », le petit garçon dit « Ah ben non, le roi est nu, eh ben, la reine procréatique est nue. Maintenant, nous le savons, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Exit la finalité médicale et repliement de la médecine vers une servante docile de la technique, car en réalité, c'est bien là la technique, et en particulier la technique biologique, qui est à l'œuvre. » Alors, ça ne nous suffit pas pour comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas ou ne réalisent pas. Il y a un troisième voile qui est le voile proprement technicien. Alors là, c'est l'incompréhension majeure, et il faut l'avouer que les gens qui n'ont pas lu Jacques Ellul, qui n'ont pas lu Heidegger, qui n'ont pas lu Ernst Jünger, qui est sans doute le premier à avoir tout compris, juste après la guerre de 14, ceux-là ont beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que l'idée commune est que la technique est un instrument à notre disposition. Un instrument docile qui fait qu'on peut en user en bien comme en mal. Autrement dit, que la technique est éthiquement neutre. Or, il ne s'agit pas du tout de cela quand il s'agit de la technique moderne. Elle n'est plus éthiquement neutre, elle est, j'ose le dire, éthiquement neutralisante. Et Gérard, c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure à propos de Saint-Simon, le gouvernement des choses est couvert par l'idée que la technique est neutre, alors qu'en fait, c'est neutralisant l'humanité. Alors, bien sûr, il faut aller y chercher un certain nombre de textes, dans un certain nombre de textes, ce qui n'est pas tellement commode. Le premier, c'est le texte de Ernst Jünger qui a été écrit bien après la guerre de 14, mais avec l'expérience qu'il avait de la guerre de 14, à savoir que la technique rendait l'héroïsme inutile. Ce que Max Weber avait également remarqué, hein, que vaut une charge de cavalerie devant une mitrailleuse. Jünger dit c'est la première fois qu'une flèche de cathédrale n'est plus considérée comme une flèche de cathédrale, mais comme un indice pour le pointage des canons. La technique a écrasé l'humanité du soldat. Et donc, Heidegger a repris cette idée dans son premier séminaire de Zeringen. Et ce qui est génial chez Heidegger, c'est qu'il a pratiquement prévu tout ce qui nous arrivait dès les années 50. Son texte sur la question de la technique est publié environ en 1954, mais bon, il a été préparé un peu avant, donc on est juste dans l'après-guerre, et pratiquement on peut dire que le transhumanisme est déjà prévu par Heidegger. Et c'est prévu à partir d'une analyse de la technique moderne. Alors, l'ennui pour nous, c'est que bien des choses, bien des objets de la technique sont ambivalents. La voiture, pour nous, est aussi bien un instrument de liberté, un instrument d'indépendance, un instrument de secours par les temps qui courent, hein, du moment qu'il n'y a plus de confinement obligatoire, mais en même temps, une accumulation d'automobiles, cela donne un embouteillage monstrueux, et on l'a vu au cinéma, aussi bien autour de Rome que dans un film américain avec Michael Douglas, on se sent instrumentalisé par la voiture. Quand on ne peut plus bouger du tout, là, on est prêt à acheter la voiture à la poubelle. De même, l'insémination artificielle, elle peut être un palliatif lorsqu'il y a des obstacles techniques, etc. Et on l'appellera IA. Et la technique moderne a ce coup de génie de transformer ces procédés en acronymes. L'acronymisation est un moyen pour la technique moderne de dissimuler en quoi elle n'est pas simplement instrumentale, c'est-à-dire capable du bien comme du mal, mais comment elle est instrumentalisante. Donc, très bien, l'insémination artificielle, s'il y a un obstacle chez la femme, et un procédé technique permet de le contourner. Vous ajoutez une lettre à IA, vous avez IAD. À une lettre d'écart, vous changez la généalogie puisque c'est avec donneur, que veut dire le petit d. Et donc, les patientes qui vont dans les centres d'AMP, ça ne marche pas en IA. On dit, vous ne voulez pas une IAD plutôt? Et puis après, on pourrait tenter une FIV.
Et là, voyons, on peut avoir une ICSI ou bien pas. Jacques Testard avait numéroté dans un petit livre qui s'appelait Le magasin des enfants. Il y avait une vingtaine de sigles différents, exactement comme au supermarché, où on peut avoir toute une série de marques de biscuits. Et apparemment, tout ça, c'est du biscuit. Alors qu'en réalité, on se retrouve devant une ruse de la technique, il n'y a pas d'autre mot, qui permet de voiler complètement ce qui est en jeu, puisque on considère que ce sont uniquement des moyens techniques différents, les uns étant plus efficaces et les autres moins efficaces que les autres, ce qui fait que les couples qui s'engagent dans ce type de procédure sont voués à une sorte d'escalade technicienne absolument inévitable. J'en connais d'ailleurs des couples qui, après coup, se disent « on s'est fait avoir ». Mais il faut du temps pour réfléchir. On vous propose une première technique, on ne vous propose que des techniques. On ne vous dit jamais « oui, mais attention, l'enjeu, c'est votre famille ne sera plus une famille. Attention, la généalogie n'y sera plus. Elle n'y sera plus simplement avec l'un des deux qui manque, ou elle n'y sera plus doublement si vous avez les deux dons. Et ce qui se répand le plus aujourd'hui, même si la France dit qu'elle ne veut pas, mais on y va, on y court, ce qui s'appelle la gestation dite pour autrui, alors là, qui ajoute un élément tout à fait étonnant, puisque il y a un coup de génie dans cet acronyme, on parle de pour autrui, comme si la femme se dévouait, alors que la femme devient littéralement un utérus naturel. Elle est l'équivalent de l'utérus artificiel que l'on attend vainement pour l'instant. Donc vous voyez, on peut avoir dans ce cas limite des parents qui seront dits parents d'intention et qui ne seront absolument pour rien dans leur enfant. Gamète mâle d'un donneur, gamète femelle d'une donneuse et mère porteuse, pas mère exactement, puisqu'elle ne sera en réalité que, disons, un nid de coucou. On aura déposé ses œufs dans l'utérus d'une autre, qui sera ensuite traitée selon la gestion des contrats. C'est-à-dire qu'elle n'aura droit à rien. Ce qui fait que l'adage ancien, mater certa est, le père est incertain mais la mère est certaine, est devenu faux. Ce n'est pas parce qu'une femme accouche qu'elle est la mère. Alors Heidegger était tellement conscient de ce changement, bien difficile à apercevoir, qu'il a proposé d'ailleurs de changer le mot technique pour le mot Gestell, qui est un mot dont un ami allemand philosophe m'a dit que dans l'argot local, du côté de la Forêt-Noire, ça voulait dire un truc ou un machin. Et dans l'idée de cadre, qui est dans le terme de Gestell, stellen, le verbe stellen, on a l'idée, au fond, de un machin qui nous encadre. La technique moderne n'est plus un instrument docile, la technique moderne est une machinerie qui nous encadre et qui, par rapport à la nature, a un certain nombre de caractéristiques, celle d'un raisonnement de la nature et celle de considération de la nature comme matière première, comme stock. Et donc, c'est toute la technique moderne que l'écologie critique, sans comprendre parfois de quoi il s'agit. C'est toute la technique moderne qui est embarquée dans cette voie. Et pour en venir à l'actualité, on a bien vu, enfin c'est une de mes thèses actuelles, quand je sers mes étudiants en réflexion philosophique sur le thème du Covid, la machinerie qui nous encadre, ça a été le système désastreux de la gestion hospitalière à la française. Où les gens ont beau être de bonne volonté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réclamé des instruments, ils ont réclamé de la technique instrumentale. On veut des surblouses, on veut des masques, on veut des tests. Alors que l'organigramme, tel qu'il fonctionne depuis des lustres en France, est dans l'idée de la technique instrumentalisante. C'est-à-dire, on arraisonne les gens, on arraisonne les patients, on les soumet à des dictats et au lieu de leur fournir des instruments, on leur fournit des règles de code. C'était absolument épouvantable de voir le codage des Covid, selon que c'est suspect, selon que c'est ceci, cela, tel âge, etc. Il y a plusieurs pages qui ont été fournies aux soignants, en même temps qu'on leur fournissait ni masque, ni surblouse. Donc là, on a eu une démonstration éclatante de ce qu'était un Gestell appliqué à la santé publique et à la gestion des hôpitaux. Du coup, si on récapitule, eh bien, on s'aperçoit qu'en 1978, tout était déjà dans l'œuf. Idée que je reprends à Jacques Testard, qui a écrit L'œuf transparent en renonçant précisément à continuer à travailler dans ce circus. Et
symboliquement, c'est l'œuvre primordiale des alchimistes, c'est l'œuvre des gnostiques, parce que la vraie nouveauté dans l'affaire de Louise Braun, c'est qu'on a accès à l'œuf qui était au secret. Jamais dans l'histoire on a eu accès à l'œuf, jamais dans l'histoire on a eu accès à l'embryon, sauf par fausse couche ou avortement. Mais à l'embryon vivant en éprouvette, à l'embryon extrait du corps de la femme, mais présent sur une paillasse de laboratoire, ça ne s'est jamais vu. Ce qui fait que, potentiellement, quand on regarde ce qui se passe en AMP ou PMA, ça revient au même techniquement, sous l'angle de la technique moderne, on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin des hommes et des femmes. Ce qu'il faut à la technique, ce sont des gamètes, des mâles et des femelles. On n'a pas besoin d'autres gens que de producteurs de gamètes. On n'a pas besoin d'hommes et de femmes avec un nom. D'ailleurs, ils sont anonymisés la plupart du temps. On a besoin du stock. Et dans l'avenir, ce qu'on nous promet, c'est évidemment des gamètes artificielles que l'on va fabriquer. C'est en cours, hein. Là, je n'invente rien, ce n'est pas de la science-fiction. Des gamètes fabriquées à partir de reprogrammation de cellules adultes. On pourra, à partir d'une seule personne, à partir de cellules adultes, produire des gamètes mâles et des gamètes femelles. Ça s'est déjà fait sur les souris. Ce qui va manquer pendant un certain temps, c'est qu'on aura tout sauf le plus important, un utérus. Et c'est pour ça que dans les projets qui sont dans les tiroirs, en Amérique, on nous dit que le premier utérus artificiel sera à laisser dans 2 ans. Vous voyez, ça va très vite. Si vous avez les gamètes par cellules adultes programmées et l'utérus artificiel, vous n'avez plus besoin d'hommes et de femmes. À la limite, vous n'avez plus besoin de relations sexuelles, bien entendu, qu'elles soient d'un type ou d'un autre. Et cette neutralisation de la technique, elle vaut aussi pour les différences d'options sexuelles. Parce que peu importe que les demandeurs d'enfants par AMP soient homosexuels, hétérosexuels, avec un compagnon, une compagne ou soient célibataires, il suffit d'avoir des gamètes. La technique est totalement indifférente au fait que les personnes concernées, les personnes en demande, soient d'un type, on dira maintenant d'un genre, ou d'un autre. Ça n'a aucune importance. On peut imaginer même qu'il n'y a aucune importance de l'âge, alors que pour l'instant, la France dit après 42 ans, on arrête. Enfin bon, ce qui n'est pas vrai dans certains nombre de pays. On pourrait imaginer que des enfants voient un enfant. Enfin bon, tout est possible du moment qu'on procède par in vitro fertilisation. De sorte que, à mon avis, le projet d'AMP pour toutes ne cache qu'une chose, c'est l'AMP pour tous. Elle est dans l'œuf dès 1978. La technique le fera. Hein, on n'a pas besoin de passer d'étape en étape. Et d'ailleurs, dans les pays d'influence anglo-saxonne, de culture anglo-saxonne, on en est déjà là. On en est non plus du tout à une opération classée médicale, mais à un business avec des officines qui sont organisées et qui vous proposent des contrats. Hein, quantité d'officines américaines vous proposent des contrats sur 2 ans en vous garantissant des enfants génétiquement sains et ainsi de suite. Donc, on est déjà en même temps, en fait, dans l'eugénisme, puisqu'on est dans la sélection, et on a déjà un pied dans le transhumanisme parce qu'on a déjà l'idée d'amélioration, même si c'est une amélioration négative. C'est-à-dire qu'on élimine tout ce qui est suspect, et dans la mesure où il y a des banques de sperme qui proposent, alors c'est une arnaque en réalité, hein, parce que la cuisine biologique nous échappe complètement, surtout dans sa dimension génétique. Mais dans la mesure où vous avez des banques de sperme et d'ovocytes qui proposent des produits classifiés différemment selon la qualité du donneur, où vous avez des chiffres extravagants qui vont dépasser les $30 000 pour une donneuse ou vendeuse d'ovocytes américaine qui est à la fois top modèle et diplômée de Harvard. Tandis que le sperme, lui, va se négocier toujours du côté des $300, etc. Et par conséquent, ça va permettre à des SDF de vivre de ça, hein, à des étudiants de vivre de ça. Très curieusement, les ovocytes de femmes ont une valeur éminente. Donc, c'est bien la croyance qu'avec la qualité des donneurs et des donneuses, on va avoir des produits supérieurs. Là, on est déjà pratiquement dans la science-fiction et évidemment, de la part des demandeurs et des clients,
on est dans l'illusion. Hein. Quand on regarde exactement comment les top modèles les plus cotés, ou Marilyn Monroe, ou n'importe qui, ont été engendrés, quand perdent leurs parents, on se dit qu'évidemment, là, il n'y a pas eu sélection avec un panel de donneurs et donneuses de qualité. C'est tout à fait hasardeux. La génétique est aléatoire. Alors, passons. Ça, c'est un premier point, mais j'en ai maintenant un autre qui est: que s'est-il passé pour que cette affaire-là prenne une telle ampleur? Quel est le contexte? Alors, Monette Vacquin a une excellente idée. Comment se fait-il qu'en 1978, on fonctionne à l'inverse de 1968, dont le mot d'ordre était « Comment faire l'amour sans faire d'enfant », alors qu'en 78, 10 ans plus tard, le mot d'ordre était inversé « Comment faire des enfants sans faire l'amour ». Qu'est-ce qui a pu se passer en 10 ans? Qu'est-ce qu'il y avait en 68 qui... Alors 68, c'est la marque, la date symbolique pour la France. Pour l'Amérique, ce sont les années 60 en général. Hein. Et justement, c'est aux années 60 que je vais me référer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on ait cette espèce de renversement qui en fait, a marqué l'esprit du temps. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe dans cette affaire parce que si on veut faire des enfants malgré tout, alors qu'on ne peut pas, alors qu'on ne veut pas d'hommes, on a des lesbiennes ou des femmes célibataires, pourquoi vouloir quand même des enfants? Mais on veut des enfants sans une généalogie biologique. Et d'ailleurs, on invente ça, on invente cette dichotomie. Il y a le biologique d'un côté et puis il y a le social de l'autre. Là, je vais y revenir très bientôt. Donc, paradoxalement, il y en a qui veulent des enfants, mais ils ne veulent pas la généalogie. Ça, c'est là aussi une ruse. Pas une ruse de l'histoire, n'exagérons rien, mais quelque chose d'intéressant. Donc, pourquoi ça s'en-titre? Qu'est-ce qui s'est passé en 68? Ou plus exactement, qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans les campus américains dans les années 60? Et là, j'ai trouvé un bon témoin, qui est un littéraire, Philippe Roth, qui a beaucoup réfléchi d'ailleurs sur l'antisémitisme à l'époque du nazisme, hein, et le fait qu'il y a un paradoxe là aussi. Pourquoi est-ce qu'on est anti-juif? Il écrit des choses très, très intéressantes là-dessus qui montrent sa réflexion. Et l'intéressant, c'est que, étant né en 1933, il avait déjà un certain recul pour l'après-guerre. Tandis que nous, enfin, moi j'avais aussi du recul, parce qu'en 68, j'avais déjà 25 ans, mais ceux qui avaient 18 ans, 17 ans ou 16 ans en 68 n'en avaient aucun. Mais en 1933, donc, il a observé ce qui s'est passé. Et il explique la chose suivante, il explique par la chose suivante, alors que l'Amérique elle-même n'avait pas été directement touchée comme l'a été la France, hein, il y a Pearl Harbor, d'accord, mais les villes américaines n'ont jamais été bombardées ni rien. Néanmoins, l'Amérique a été soumise à des restrictions, il a fallu envoyer des soldats, il y a eu des morts, etc. Et il y a eu aussi la bombe d'Hiroshima. Philippe Roth, né dans une famille juive dont il parle avec émotion et en même temps une certaine distance, tient compte de la Shoah, tient compte du nazisme, et en faisant un paquet du tout, on obtient en quelque sorte un Hiroshima moral. Tout s'est très très mal terminé, et il y a eu de tels crimes commis par tout le monde, puisque l'Amérique elle-même, à cause de Hiroshima et de Nagasaki, n'en est pas exempte. Eh bien, la nouvelle génération a considéré que toute l'ancienne génération était lourdement coupable. Et il constate que, en quelque sorte, la génération du baby-boom a fait de ses parents des coupables. Ils ont tous été mouillés. Et d'ailleurs, les gouvernants ultérieurs, en France, De Gaulle, en Amérique, Eisenhower, étaient les mêmes qui avaient fait la guerre, d'une manière ou d'une autre. Et ça va peser sur la France, comme on va le voir. Et dans Pastorale américaine, un de ses grands romans, il constate qu'il y a fracture générationnelle
parce que, dit-il, les procès des criminels de guerre lavaient la terre de ces démons une fois pour toutes. Donc, en fait, les procès qui ont été menés par les Américains pour les criminels de guerre et les criminels médecins a introduit une sorte de rupture, de clivage historique. Il y a toute une génération qui, en fait, a été englobée dans cette affaire de procès, même si ce sont les vainqueurs qui étaient exempts de peine, puisque, évidemment, c'est eux qui menaient les poursuites. La nouvelle génération s'est considérée comme dispensée de tout. Voilà, il y a une coupure, et c'est champ libre. Et Roth explique que toute l'esthétique du temps va dans le même sens. Il cite par exemple La fureur de vivre de Nicolas Ray, dont le titre américain en fait est plus intéressant que Fureur de vivre, Rebel without a cause, rebelle sans cause. Et il a évoqué tout ce qui s'est passé, le mouvement Peace and Love, Woodstock, la contre-culture, tous les slogans de type Paradise Now, l'immédiateté, le slogan des punks dont on oublie la suite, No Future. En réalité, c'est No Future for You, les adultes. On a un futur pour nous, vous n'en avez pas. Et dans un autre roman qui s'appelle La bête qui meurt, où il parle des campus américains, et là on s'approche du sujet, le campus américain des années 60, il dit que toutes les valeurs ont été mises à mal, tous les tenants des valeurs anciennes ont été déboulonnés, ce sont les étudiantes qui se sont mises à dominer leurs professeurs, à baiser comme des hommes, je cite dans le texte, et par conséquent, on a vu apparaître ce qui a été la naissance du jeunisme, en réalité, ce qui était aussi la naissance parallèle de l'agisme, c'est-à-dire les personnes âgées, ce sont des personnes périmées, vintage, pas vintage, même pas vintage d'ailleurs. Et quand on arrive en mai 68 en France, où les situationnistes ont été une grande ressource pour les slogans, alors on a toute une série de slogans, dont toute une série sont parfaitement anti-généalogiques et hostiles à la génération d'avant, en relation avec la dernière guerre mondiale. J'en cite quelques-uns. Papa, père collabo, papa pu, violez votre alma mater, ni maître ni Dieu, Dieu c'est moi. Et l'amusant, je sème à tout vent, la devise de Larousse, la librairie Larousse en quartier latin, a été maquillée en je sperme à tout vent. Et Julien Gréco chantait à l'époque, il n'y a plus d'après, il n'y a qu'aujourd'hui. Donc, rupture générationnelle, apparition de musique de jeunes, Johnny Hallyday, salut les copains, libération sexuelle, en réalité tout à fait discutable, d'après les témoignages que nous avons aujourd'hui, mais c'est littéralement, on se retrouve pratiquement dans Freud, la révolte des fils contre les pères, récusation de la transmission générationnelle, de l'héritage, de la hiérarchie, au profit, comme l'expliquait Peter Sloterdijk dans un de ses derniers livres, au profit de l'horizontalité, au profit du rhizome, qui a été célébré par Deleuze et Guattari. Et c'est aujourd'hui l'équivalent, on le connaît au point de vue technique, on est branché, on communique de manière dans l'ubiquité, on est avec des copains sur Facebook, etc. Des amis, sur Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en même temps que cette libération sexuelle, qui en réalité ne libère que les pulsions, comme on le sait, et non pas la sexualité, Thanatos pointait son nez derrière Eros. Et si on fait un récapitulatif des grands mouvements de protestation de l'époque, on a eu celui des féministes avec le slogan « Mon corps est à moi », dont Michel Schneider a très bien démontré ensuite que cela veut dire en réalité « Mon enfant m'appartient », que j'en ai un ou que j'en ai pas, mon enfant m'appartient, éviction des pères. Mais Thanatos était là, car si on se rappelle du manifeste des 343 surnommés les salopes par les journalistes en 1971, on a eu en 1974 le manifeste des 40 qui réclamait la légalisation de l'euthanasie, qui a été suivi par les exploits du cancérologue Léon Schwarzenberg, qui voulait changer la mort, c'est-à-dire la changer pour l'euthanasie. On a eu ensuite des publications presque simultanées de Raoul Vaneigem, le livre des plaisirs, et de Suicide, mode d'emploi.
Et la synthèse va être faite finalement par le sénateur Henri Caillavet en 2001 dans une de ses répliques un refus d'accepter un vote au Comité national consultatif d'éthique à propos de la naissance des enfants handicapés, où là, il va lier les deux. Le droit de mourir librement, il était président de l'Association pour mourir dans la dignité, et le droit de ne pas naître, ce qui est tout à fait étrange. Et qui se retrouve encore aujourd'hui, puisque, comme on le sait, lors des débats récents de septembre et octobre, un certain nombre de lobbies ont voulu que la loi bioéthique introduise en même temps une avancée vers l'euthanasie. Donc, les deux sont liés, et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, bien entendu, qu'est-ce que cela met en cause? Cela met en cause la sexualité. La technique n'est plus la technique, mais la sexualité n'est plus la même qu'avant. C'était l'objet d'ailleurs de mon livre que tu as cité tout à l'heure, hein, Sexe mécanique. Et enquête une fois menée, on s'aperçoit que certes, il y a toujours eu des éléments qui font croire que la situation actuelle est la même qu'autrefois. On a toujours eu des relations sexuelles hors mariage, des relations de viol. On a toujours eu des relations qui tantôt étaient fécondes, tantôt n'étaient pas, tantôt étaient voulues fécondes, tantôt étaient refusées comme fécondes. L'avortement a toujours existé, qu'il soit autorisé ou qu'il soit puni. Mais que la sexualité soit clivée, ça c'est une nouveauté. C'est-à-dire que la sexualité soit d'une part ludique et jouissive, mais stérile, et les laboratoires pharmaceutiques ont tout fait pour, et que d'autre part, la sexualité soit uniquement consacrée à la reproduction et sans aucun rapport avec les relations sexuelles, ça c'est une nouveauté. Car s'il est vrai qu'il a toujours pu arriver qu'une relation sexuelle produise des fécondations, jamais dans l'histoire il n'est arrivé qu'une fécondation ait eu lieu hors relation sexuelle. Et donc, c'est pour ça que je parle non pas de dissociation de la sexualité, qui a été, disons, l'antichambre, si j'ose dire, de la sexualité clivée, mais carrément de clivage. Clivage qui est d'ailleurs, là aussi, dans les pays anglo-saxons, qui sont décidément toujours en flèche, utilisé de manière très différente de l'Europe, puisque la stérilisation est d'usage. C'est d'usage majoritaire au Canada, c'est d'usage majoritaire aux États-Unis. Et d'après les témoignages, d'après les enquêtes, il y a un double avantage. C'est, on peut, si j'ose dire, baiser sans aucun risque, et les partenaires sont extrêmement satisfaits ou satisfaites de savoir que c'est le cas. Et on n'a pas de responsabilité, et de toute façon, on peut toujours avoir mis son sperme en banque, quand il s'agit évidemment des hommes, et par conséquent, pouvoir se rattraper grâce à la in vitro fertilisation. Michel Henry, qui est un penseur de première importance, a bien compris cette idée, il l'appelle la sexualité objective, c'est-à-dire non plus la relation de sujet à sujet, mais relation d'objet à objet. Alors, c'est vrai de la sexualité qu'on appelle aujourd'hui le sexe. Et dans mon livre précédent, c'est justement le sexe que j'ai étudié, car il est très curieux, alors que le mot sexe, sans le E terminal, est mondial. Hein, tout le monde sait ce que c'est, et tout le monde ne le pratique pas tel quel, hein, mais tout le monde sait ce que c'est. Il est gratuit, ludique et quasiment obligatoire. Eh bien, le plus étrange, c'est que tout le vocabulaire du sexe est extrêmement récent. Tout cela à 30, 40 ans. Il y a quelques pionniers antérieurs, hein, avant les années 40, mais c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. On est donc dans un autre univers, bien qu'il y ait de grandes ressemblances avec ce qui se passait à Rome, où, d'après ce qu'on découvre dans les graffitis des maisons closes, etc., on voit un vocabulaire qui correspond au vocabulaire actuel. Mais ce qui s'appelle aujourd'hui baiser est quelque chose qui n'existe pas. Et d'ailleurs, le vocabulaire a changé, on ne fait plus l'amour. Et toute une série de termes ont été inventés, en particulier par la jeunesse de banlieue. Et oui, on est dans le ludique, on est dans quelque chose qui est la tournante, par exemple, qui est une forme de ronde enfantine, hein, autour d'une victime, et on s'associe entre copains pour se faire une offrande au détriment de la personne en question. Alors, cette relation d'objet à objet,
elle est devenue dominante dans le sexe. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Sexe mécanique, c'est-à-dire, en réalité, à la limite, le sexe n'a plus de sexe. Peu importe qu'on soit homo, hétéro ou bi, là, il y a des tas de témoignages, hein, témoignages indirects, hein, puisque je n'ai pas fait l'essai moi-même comme une romancière récente, allée dans les boîtes de prostitution de Berlin pour savoir de quoi elle parlait. Mais enfin, bon, je crois les témoins, et d'une certaine manière, on pourrait dire avec Bruckner et Finkielkraut, déjà dans leur livre de 77, qui était prémonitoire, Le nouveau désordre amoureux, qu'à la limite, toutes les relations sont devenues homosexuelles. C'est-à-dire puisqu'elles sont stériles, toutes systématiquement. Elles sont stériles et peu importe à la limite, il s'agit uniquement d'un emboîtement mécanique pour produire de la jouissance. Et de la jouissance sans futur. Les récents sondages d'ailleurs sur Paris, hein, en 2018-2019, montrent que la plupart des gens qui pratiquent la baise ne se souviennent même pas du nom ou du prénom de la personne, sitôt l'acte accompli. Hein, on a donc toute une série d'indices de quelque chose qui est très étrange. Et qui a été très bien illustré par Houellebecq, hein, dans les romans de Houellebecq. Pourquoi ça marche si bien, ces romans? C'est parce qu'il nous dit il y a la logique du sexe et la logique de l'amour qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Et c'est pour ça, explique-t-il, qu'il y a tant d'échecs amoureux, parce qu'on n'y arrive pas. On est pris entre deux feux. Donc, production de jouissance à l'état pur. Et puis, d'un autre côté, relation d'objet à objet, production d'enfants à l'état pur, mais hors sexualité. Ou comme disaient les gens de l'hôpital Beckler à l'époque, hein, lançons l'opération hors sexe, hein, pour désigner les premières tentatives qui ont abouti à la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette de France. J'ajoute que l'indifférence des sexes vaut aussi dans le sexe comme dans la procréation artificialisée, mais un livre récent de notre collègue Jean-François Bronstein, hein, La philosophie devenue folle, qui est très intéressant, montre que ça vaut aussi pour le refus de la distinction entre les hommes et les animaux. C'est-à-dire que la zoophilie qui se répand aujourd'hui, et qui est en particulier prônée par un des grands patrons de l'éthique anglo-saxonne, Peter Singer, ça signifie que les relations homme-animal sont aussi n'importe quel type de relation interhumaine, au point de vue sexuel, j'entends. Et là, on a des textes, donc l'animalisme a de beaux jours devant lui. Bon. Tout cela a sans doute des substrats. Et ces substrats, alors là, c'est l'histoire des idées philosophiques. Ces substrats ne datent pas que de 1943, c'est-à-dire de Jean-Paul Sartre, qui pourtant a très bien mis en scène ce qu'était la liberté comme pur projet de construction de soi-même. Ça remonte alors à des tas d'idées qui sont plus ou moins dans l'ambiance, hein, on en trouve un petit peu des bribes partout, mais qui vont être systématisées, ce que pas grand monde a vu, par Jean-Jacques Rousseau. Dans un texte que tout le monde connaît, le discours sur l'origine de l'inégalité. Et c'est justement à propos de la sexualité que Rousseau indique ce qu'allait devenir la vulgate actuelle en anthropologie, le dualisme de l'inné et de l'acquis. Le dualisme du biologique et du social, sur lequel on vit aujourd'hui, puisqu'on méprise le biologique, donc on méprise la nature, et on dit de toute façon, peu importe l'origine des personnes, au point de vue généalogique, ça n'a aucune importance, tout se construit. Eh bien, c'est chez Jean-Jacques Rousseau qu'on trouve l'origine. Alors, je citerai tout d'abord ce qu'il dit de la sexualité. Il nous dit, c'est très simple, il y a d'un côté le physique de l'amour, ça c'est le désir animal qui fait qu'on cherche satisfaction au désir, et de l'autre côté, il y a le moral de l'amour. Alors, ce qu'il appelle le moral de l'amour, dit-il, relève uniquement de l'artifice social. Nous dirions, en termes contemporains, c'est une construction sociale. Et il y a un petit test très intéressant, livré par Rousseau, pour montrer que c'est bien ainsi que ça fonctionne. Quand il se met à parler des premières réunions entre les hommes qui sont plus tout à fait à l'état de nature, il nous dit, les vrais enfants de l'amour sont le chant et la danse. Les vrais enfants de l'amour sont le chant et la danse.
Sous-entendu, alors, les enfants des humains sont des faux enfants. Et lorsque, dans le contrat social, il dit la seule société naturelle est la famille, il nous décrit la famille biologique. C'est-à-dire, la femme n'est pas considérée comme une femme, c'est une femelle. Les enfants ne sont pas des enfants, ce sont des petits. Et ils ne deviennent des enfants qu'à partir du moment où on rentre dans cette espèce de contrat social qui va constituer la famille comme artifice, et où là, une inversion va se produire, qui est tout à fait étrange d'ailleurs, tout à fait étonnante et d'ailleurs très intéressante, où ce sont les enfants qui reconnaîtront leurs parents et pas l'inverse. Donc, ce clivage du physique et du moral, c'est-à-dire du biologique et du social, c'est évidemment ce qui est devenu aujourd'hui ce qui nous tient lieu d'anthropologie, parce qu'évidemment, ce n'en est pas une. Et pour rire un peu, reprenant la plaisanterie de Diogène, qui avait lancé en l'air un poulet déplumé en disant « voilà l'homme selon Platon », c'est-à-dire en fait, c'est n'importe quoi, il est dans le ciel des idées, il voulait se moquer de Platon. Je dirais qu'aujourd'hui, eh bien, on a toujours un poulet quand il s'agit de la biologie, mais un poulet sans les plumes. Et quand il s'agit de la construction sociale, on a les plumes sans poulet, puisque tout est artificiel. Et évidemment, les deux vont avoir beaucoup de mal à se réunir. Alors, bien entendu, les plumes sans le poulet, ben, ça correspond à l'idéologie du gender, c'est-à-dire la sexuation naturelle n'existe pas. Alors, il faut savoir qu'en réalité, gender, qu'on traduit par genre, ça veut dire en fait sexuation. La sexuation au sens biologique n'existe pas, il n'y a de sexuation que choisie, que voulue, que sociale, donc artificielle. Ça nous donne un magma, un composite, une mélasse, tout ce que vous voudrez, qu'on a appelé la French Theory. Car les féministes ultra-virulentes qui nous viennent des États-Unis, qui sont maintenant passées à l'intersectionnisme, ce qui fait qu'on a un brouillard absolument intégral, s'inspire toujours de Simone de Beauvoir. Alors, Simone de Beauvoir, c'est la compagne de Sartre, qui, avec Sartre, a formé un couple qui n'a pas eu d'enfants, mais que des disciples. Vous voyez que la généalogie est là. Et quand on lit les mots de Sartre, il considère sa mère comme une sorte de vierge, il dit qu'il n'a pas connu son père, qu'il a pu se construire lui-même sans surmoi. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans ce couple Beauvoir-Sartre. Or, il est clair que la célèbre formule de Beauvoir, qui inspirait les féministes de tout poil, on ne naît pas femme, on le devient, c'est une formule calquée sur l'homme n'a pas d'existence, l'homme n'a pas d'essence, pardon, il n'est qu'une existence qu'il doit au libre projet de soi-même. Donc chacun libre projet de soi-même. Ce qui fait que Simone de Beauvoir est toujours révérée comme une pionnière, mais en même temps, on lui reproche de conserver les corps, de conserver son corps de femme. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'elle est tombée amoureuse d'un Américain. Elle rentrera, si j'ose dire, dans le sort commun. Mais en même temps, il faut voir que être libre projet de soi-même, ça signifie, comme dit Sartre, qu'on est condamné à être libre, ce qui est évidemment tout à fait terrifiant. Alors, on aboutit ici au constructionnisme généralisé qui, à mon avis, n'est pas du tout une doctrine, mais un sophisme, puisque c'est un raisonnement circulaire. Pour pouvoir déconstruire, il faut considérer que tout a été construit, et réciproquement. Donc, mais c'est passé dans le vocabulaire public. On se construit, on se reconstruit. Après un deuil, on se reconstruit comme si on était une maison en pièces détachées, un Lego, etc. Or, l'enfant Lego, c'est l'enfant actuel. L'enfant par procréation assistée, c'est un enfant qui effectivement a été construit, mis comme un puzzle en pièces détachées qu'on a ensuite attachées en espérant que ça corresponde bien. Parmi les fondements antérieurs à Rousseau, on peut quand même signaler, ça c'est l'objet du livre que j'ai cité tout à l'heure, de Peter Sloterdijk, « Après nous le déluge ». C'est un livre extrêmement intéressant, dans lequel il incrimine en fait le christianisme. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même voit sa généalogie s'interrompre brusquement dans l'évangile de Matthieu, parce qu'il est né de l'Esprit Saint. Et donc, il y a effectivement dans les évangiles des formules de rejet des familles classiques.
nul ne doit appeler son père père, et il n'y a qu'un seul père, et ainsi de suite. Alors effectivement, Sloterdijk a en partie raison, bien qu'il accuse le christianisme d'avoir provoqué ce qu'il appelle une catastrophe planétaire. Il a raison en ce sens que la filiation a toujours été un point de risque entre les générations. Mais avant l'époque chrétienne, la légitimité d'une lignée venait de la filiation. Exemple, je suis Télémaque, fils d'Ulysse. Pendant très longtemps, la noblesse a fait de même, au point que on disait je suis né tout court. Mais évidemment, avec Jésus-Christ, il y a une différence considérable. Là où Sloterdijk va trop loin, c'est que, convié par les pharisiens à s'expliquer, Jésus leur réplique le livre de la Genèse. Au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Et en plus, parmi les textes qu'il cite de la Bible, il prend celui qui est le plus biologique. Parce qu'en réalité, ce sont les traducteurs un peu trop pieux qui ont dit Dieu les fit hommes et femmes. En réalité, au départ, c'est mâle et femelle. Donc, il insiste bien sur la distinction des sexes. Néanmoins, il est vrai que l'idée de fraternité universelle, Sloterdijk dit c'est un filiarcat contre le patriarcat. L'idée de l'horizontalité, tous les hommes sont frères égaux, tous créatures de Dieu, comme on le retrouve dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776. Les hommes ne sont pas une espèce, etc. Bon, tout cela est vrai, et on peut dire qu'effectivement, tous à l'image de Dieu, selon la Genèse, distincts uniquement par leur sexe, donc égaux, les hommes et les femmes ont besoin quand même de s'unir, une seule chair, pour avoir des enfants. Mais c'est vrai qu'à cela, le christianisme ajoute une strate supplémentaire, car on ne naît pas chrétien, on le devient. Là, c'est du Beauvoir d'une autre manière. On le devient par le baptême. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a plusieurs natures, entre guillemets. Une parentale, par généalogie, une par élection, par baptême, et on en a même une troisième, puisque selon l'Esprit, c'est ce qui explique Paul dans l'Épître aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni maître ni esclave, et ainsi de suite. Toutes formules qui vont être reprises aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Et là où Sloterdijk a raison, mais il lui manque quelques chevilles, c'est qu'on a exploité le christianisme contre le christianisme. Et qu'effectivement, toute une série d'idées, de concepts nouveaux, révolutionnaires, ont été, si j'ose dire, lancés dans la nature, ou plutôt dans la culture. Et bien que l'Église chrétienne, dit Sloterdijk, ait remis de l'ordre dans ce chaos, en repaternalisant, en instaurant une forme de patriarcat, etc., eh bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'une série de gens qui n'étaient pas sourds, puisque ces idées chrétiennes vont faire des petits, et des petits d'une étrange manière, puisqu'on va en retrouver encore des échos aujourd'hui. Alors, pour aller très vite, cette idée que l'homme nouveau doit remplacer l'homme ancien, que l'homme d'esprit doit remplacer l'homme selon l'esprit doit remplacer l'homme selon la chair, on peut en suivre toutes les étapes. Et Sloterdijk en a indiqué quelques-unes. Bon, il est clair, par exemple, que le mouvement des libertins au XVIIe et au XVIIIe est incompréhensible sans le christianisme. Sans le christianisme, Sade n'existe pas. Sade s'ingénie à faire exactement tout ce qu'il faut pour contredire le christianisme, et en particulier, Sloterdijk cite ce moment de la philosophie dans le boudoir, dans lequel le libertin Dolmancé demande à la jeune Eugénie, qui est son élève, à coudre les organes sexuels de sa propre mère. Alors, cela veut dire le sexe, oui, mais les trivialités de la reproduction, non. La subversion du christianisme, c'est le b.a.-ba, finalement, du programme de Sade. Je rappelle que la coprophagie est douée par Sade et que pour aller se procurer la substance en question, Sade appelle ça la permission de chapelle. C'est quand même
assez original et en tout cas significatif. Un autre qui est cité par Sloterdijk, c'est évidemment Max Stirner. Tout le monde connaît qu'il a fondé sa cause sur rien, hein, c'est l'unique et sa propriété, ses propriétés. Je n'ai fondé ma cause sur rien. La société, c'est l'association des égoïstes. Bon, c'est en fait le prophète de l'anarchisme, mais un peu le maître de tout à l'ego de l'individualiste consumériste contemporain. Eh bien, chez Max Stirner, on trouve cette formule adressée aux enfants: j'extirperai le péché originel héréditaire. Parce qu'en allemand, Erbsünde, péché originel, ça se dit péché héréditaire. Donc, refus de la génération. On peut retrouver cela, alors évidemment, chez Henri Caillavet, que j'ai cité tout à l'heure, avec cette idée que du droit de mourir librement, on peut en déduire le droit de ne pas naître handicapé en quelque façon, et il dit même de ne pas naître d'une manière qui nous déplairait, par exemple être nain. Bon. De même, on a le droit de vouloir changer de sexe à sa guise. Et par conséquent, alors là, il fait toute une boucle, et le raisonnement, à partir du droit à l'avortement de la femme, on peut se dire que l'élimination d'un embryon qui serait indésirable, au nom même de ce que l'embryon ne désirerait pas pour lui-même, revient à un suicide par procuration. Et là, il y a eu un tollé de défenseurs de l'avortement classique contre Caillavet en lui disant: non mais là, vous allez trop loin parce que du coup, vous donnez à l'embryon que nous considérons comme une simple chose le statut d'une personne alors que nous menions. Donc, il faudrait vous entendre. Mais enfin, je trouve ça assez extraordinaire comme raisonnement. On lie le droit d'avorter, le droit de mourir quand on veut, comme on veut, au moment où on veut, de la manière qu'on veut, et le droit de ne pas naître de telle ou telle manière. Donc, tout cela réuni nous donne l'idée qu'un avortement, c'est un suicide par procuration. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans la toute-puissance du désir. Eros et Thanatos étant liés, bien entendu. Or, cette toute-puissance du désir, on la retrouve évidemment dans les affaires d'AMP. Et le côté sadien, le côté subversion du christianisme, moi j'aime bien les manifestations et les slogans. Rappelons-nous, vous l'avez peut-être pas vu, ces manifestantes féministes de juin 2019, pendant le début des débats. Qu'est-ce qu'elles avaient comme slogan? Elles défilaient en tenue de fémènes, seins nus, portant un voile de religieuse sur la tête, et avec peint sur la poitrine des slogans tels que « Béni soit la PMA » ou « Sainte PMA, que ton con soit sanctifié ». Alors, là, il y a eu des textes qui disaient, mais après tout, la Vierge Marie, c'est la première mère porteuse. Jésus-Christ, c'est le premier enfant GPA, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on sait que parmi les clients, il y en a eu au moins quelques cas en Angleterre qui sont connus, de femmes célibataires, c'est l'idée qu'on peut avoir un enfant en restant vierge, ce qui est techniquement tout à fait possible. On peut n'avoir jamais connu d'homme et avoir quand même un enfant. Alors, quand on est là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est contracté, puisque la première mère porteuse de l'histoire, le premier post-humain qu'est Jésus, ça nous aiguille vers la suite, c'est-à-dire tout est dans l'œuf, ça signifie que ce qu'on considère comme ayant été une fiction imaginaire et le christianisme, eh bien, ça peut se séculariser, ça peut se réaliser techniquement. Et là, l'auteur qui n'a pas été cité par Sloterdijk et auquel je tiens néanmoins beaucoup, c'est Ludwig Feuerbach, qui est en fait le prophète de l'athéisme moderne, qui n'est plus du tout l'antithéisme sot du XVIIIe siècle, l'antithéisme du Dieu n'existe pas, mais le fait que le christianisme doit être interprété, parce que Dieu n'est autre, dit-il, que le miroir de l'homme. Et en Dieu, que fait l'homme? Il se projette dans ce qui n'est pas fini, alors que lui est fini, et qui est le genre humain. Mais en même temps, il utilise non pas le terme de genre humain au sens le plus spirituel du terme, il utilise Gattung, il utilise la partie de dimension biologique du genre humain. Et il est tout à fait intéressant de voir que la retranscription du christianisme en termes terrestres préfigure, là aussi, la récupération du christianisme par le transhumanisme, qui est en fait un
post-christianisme pré-transhumaniste. Puisque l'homme spirituel, qui n'est plus l'homme de chair, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'homme téléchargé dans un disque dur. C'est aujourd'hui, et ça existe, hein, la production de doubles d'avatars, de stars décédées. Par exemple, aujourd'hui, on a, j'ai noté, c'est tout à fait intéressant, Maria Callas, Whitney Houston, etc. Et de plus en plus, la création de stars virtuelles par les entreprises de mode en particulier, qui n'existent pas. Or, ce que la mode fait, ce que le showbiz fait, correspond exactement à ce que Ray Kurzweil, grand homme du transhumanisme, propose de faire pour ressusciter son père décédé sous forme d'avatar. Et ce qui vient, il y a quelques mois, de se produire en Corée, où on a réussi à produire l'avatar d'une petite fille décédée, à laquelle sa mère peut parler, qu'elle peut voir bouger et danser, et ben, c'est une résurrection. Donc, vous voyez, la retranscription du christianisme qui fait que chez Feuerbach, c'est resté très sommaire. Il a dit que signifie le baptême, qu'il faut prendre des bains, que signifie l'Eucharistie, qu'il faut manger de la viande, hein, manger de la chair pour se nourrir, etc. etc. Tout ce que le christianisme a produit et qui a été sécularisé est réinterprété aujourd'hui dans un oubli total, hein, parce que les gens qui font cela sont complètement ignorants de tout cela. C'est la culture chrétienne ambiante de l'Occident qui fait que tout cela est passé malgré tout. Et évidemment, c'est passé en vrac, mais c'est passé en vrac avec cette idée qu'il y a un imaginaire archaïque commun. Le désir humain est un désir de salut. Et ce désir de salut, bien entendu, c'est un désir d'immortalité, c'est un désir d'épanouissement complet, et ainsi de suite. Toutes les étapes intercalaires, car là j'ai fait un saut gigantesque entre le christianisme et le post-humanisme, c'est évidemment tout ce qui a été pondu par les littérateurs, par les créateurs de mythes. Et là, bon, j'en cite quelques-uns, mais le premier, le plus important sans doute, c'est Francis Bacon, pas le peintre, mais l'auteur de la Nouvelle Atlantide, publié au tout début du XVIIe siècle, et qui correspond au slogan de la marque Sony. Vous l'avez rêvé, hein, Sony l'a fait. Du rêve à la technique, ben, on a tout cela dans le projet, parce que c'est dans la Nouvelle Atlantide qu'on a la première définition connue du progrès. Je vous la cite, et là tout est dit pratiquement. Il s'agit, je cite, de connaître les causes et le mouvement secret des choses et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Aujourd'hui, c'est plutôt la loi de Gabor, hein, le Hongrois, l'inventeur. Tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé un jour. La technique est le moyen que nous avons aujourd'hui de réaliser nos mythes, puis nos utopies. Et quand on regarde le tableau des merveilles naturelles produit à la fin de la Nouvelle Atlantide, ben on a tout, retarder le vieillissement, prolonger la vie, guérir les maladies incurables, transformer les traits, augmenter cérébral, fabriquer de nouvelles espèces, transplanter une espèce dans une autre, de plus grand plaisir pour les sens, tout y est. Tout le programme transhumaniste est déjà pendu au XVIIe siècle. Et ça n'a pas cessé. Freud aimait beaucoup L'homme au sable, le conte d'Hoffmann, mais Hoffmann, en 1816, est capable de parler du fabricant de la poupée Olympia, qu'il appelle Spallanzani. Or, Spallanzani, avec 2 L, était l'abbé qui avait réussi la première fécondation artificielle d'une chienne, au XVIIIe siècle. Donc, le physicien Spallanzani appelle la poupée Olympia sa fille, génération d'une poupée artificielle. Il lui insère des yeux vivants et il y a une telle supériorité de beauté, voyons, on parle des avatars, des top modèles d'aujourd'hui, une telle supériorité de l'automate sur une fille naturelle que l'étudiant Nathanaël va en tomber follement amoureux et ça finira très mal comme chacun sait. Une autre leçon est dans le Frankenstein de Mary Shelley, un petit peu plus tard, 2 ans après. L'étonnant, là ça ne s'est pas vu beaucoup non plus, pourquoi est-ce que Frankenstein refuse absolument d'avoir un enfant en épousant Élisabeth qui est son amoureuse? Mais c'est parce qu'il refuse d'être père
parce qu'il veut être créateur. Et d'ailleurs, le monstre qu'il va créer n'a pas d'autre nom que la créature. Et ce faisant, en fait, il n'est pas un véritable créateur, il est un fabricant, à partir de morceaux de cadavres. Un autre, ça sera plus tard Goethe. Et là, il y a une supériorité de Goethe qui, à mon avis, dans le second Faust, lorsque on assiste à la présentation du bébé éprouvette, qui est homunculus dans sa fiole, c'est extraordinaire, Goethe envisage déjà ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, les transhumanistes se disent, nous, on est incapables de réaliser nos projets, mais ce que nous ne savons pas faire, l'IA forte, l'intelligence artificielle forte, saura le faire. Je vous lis ces quelques lignes que Méphistophélès prononce. L'ancien mode de progrès, nous le déclarons vaine plaisanterie. Si l'animal continue à y trouver plaisir, l'homme, lui, avec ses hautes qualités, doit avoir désormais une origine plus pure, plus élevée. D'abord, un grand dessein paraîtra insensé, mais à l'avenir, nous aurons du hasard, et un cerveau qui devra penser parfaitement sera désormais l'œuvre d'un penseur. Un cerveau parfait sera l'œuvre d'un penseur, mais ça veut dire qu'un penseur produira, un penseur biologique, remplacera son cerveau biologique par un autre qui sera son œuvre. C'est l'intelligence artificielle. Et homunculus, rappelons-le, n'a pas de corps, c'est un pur esprit. Donc, c'est déjà un avatar. Et évidemment, un avatar, c'est immortel. On peut le répliquer à l'infini. Alors, comment est-on passé historiquement à la version actuelle? Alors là aussi, une petite enquête et un heureux hasard m'a permis de tomber sur un document qui a été publié après les grandes œuvres de Teilhard de Chardin, parce que l'Église a interdit la publication de certaines de ses œuvres. Et puis, après le phénomène humain, la messe sur le monde, etc., que tout le monde avait dans sa bibliothèque dans les années 60, il y a eu l'apparition d'un recueil d'opuscules des années 30, que j'avais moi dans ma bibliothèque. Et quelle n'a pas été ma surprise, dans un recueil dont le titre général est L'énergie humaine, qui a été publié en 62, dans la collection de poche, de découvrir les opuscules de Teilhard des années 1936-1937. Et là, on découvre un Teilhard de Chardin tout à fait étonnant. Un eugéniste ou un hyper-eugéniste, au choix. Et remontant la filière, on découvre que fin 41, il faisait partie du groupe de Jean Coutreau, qui a été sans doute, le vulgarisateur ou sinon l'inventeur du mot transhumanisme. C'était une société qui était destinée, qui a été fondée par le régime de Vichy pour non pas du tout faire de l'eugénisme en réalité, c'était l'origine en fait des officines actuelles qui s'occupent de population. Mais évidemment, la date rend la chose suspecte. Quant au fait que le président, le recteur de cette entreprise était celui qui a écrit L'homme c'est inconnu, son nom m'échappe pour l'instant, c'est ridicule, c'est l'âge, était en Amérique, donc il est innocent de toutes ces affaires-là. En tout cas, Jean Coutreau avait fondé un groupe, il était polytechnicien, suicidaire, mutilé de guerre, il a mal fini. Un groupe dans lequel on a Teilhard de Chardin et on a très probablement les deux frères Huxley, dont le frère d'Aldous, Julian Huxley, qui est le vulgarisateur de la théorie néo-darwinienne de l'évolution, c'est-à-dire la théorie synthétique de l'évolution. Et dans les textes de Teilhard, que découvre-t-on? Que l'eugénisme actuel joue petit bras, qu'il va déjà beaucoup moins loin qu'on ne pourrait le faire, par exemple, la quantité de déchets humains dans les hôpitaux, et on ne sait pas par quelle pitié mal placée on continue à les conserver, vous voyez, donc l'euthanasie des malades graves. Et puis il nous dit que grâce à la science et à la technique, eh bien, ce qui a été l'effort de transformation, de conscientisation de l'évolution naturelle va un de ces jours arriver jusqu'à quelque chose qui sera une transhumanité, une surhumanité. Et le mot
transhumanisme n'y est pas, mais nous avons l'expression sujet total transhumain. Et on est à un cheveu. Dont on ne sait rien, nous dit Teilhard, sauf que ce sujet sera incorruptible et personnel. Il mélange cela avec de la théologie et il considère que c'est l'achèvement de la Christosphère. Bon. Le point alpha, point oméga, bon, réalisation de tout. Donc, il y a quelque chose de très fumeux, de très concordiste dans cette affaire, mais on comprend tout de suite que Julian Huxley, en bon athée qu'il était, a saisi la balle au bon. Teilhard, par ailleurs, avec Vernadsky, est aussi un des cofondateurs de l'écologie moderne. Ils se sont eux-mêmes échangés des mots, comme celui de biosphère, par exemple. Et on voit très bien que cette espèce de théologie symbiotique de Teilhard peut être tout à fait transcrite en termes techniciens. C'est-à-dire, le rêve de Teilhard, si vous voulez, on peut dire la technique va le faire. Encore une fois, c'est le slogan. Vous l'avez rêvé, Sony l'a fait. Et Julian Huxley a vendu la mèche dans un article de 1951, repris dans un livre de 1957, dont le titre est « De nouvelles bouteilles pour un vin nouveau », New Bottles for New Wine, publié en 1957. Huxley, qui a fait état de ses projets dans des textes préparatoires à la fondation de l'UNESCO, et là aussi, le plus troublant, c'est qu'il a été élu le premier directeur de l'UNESCO à l'après-guerre, avec des propos aussi étonnants que la vie humaine, telle que l'histoire l'a décrit, est un pis-aller misérable. Donc, l'eugénisme est la seule bonne solution, mais l'opinion publique actuelle n'est pas prête de l'accepter. Et effectivement, elle a été plombée par le nazisme. Et s'il y a une différence entre le nazisme et Huxley, c'est que Huxley est absolument radicalement antiraciste. Pas question de race aryenne ni quoi que ce soit. Et je cite à ce moment-là Huxley, l'opinion publique n'est pas prête à l'accepter. Et donc, dit-il, nous avons besoin d'un nouveau nom pour cette nouvelle conviction. Peut-être le mot transhumaniste pourra-t-il convenir. L'homme demeurera l'homme, mais se transcendant en réalisant les possibilités de sa nature humaine et à leur avantage. Donc, c'est un tour de passe-passe verbal. Transhumanisme égale eugénisme. Mais l'eugénisme a trop mauvaise presse, il faut en changer le nom. Mais pas changer la chose, au contraire, il faut aller plus loin. Alors pour terminer, je dirais que ce que tu as dit, Gérard, tout à l'heure, convient tout à fait au nouveau souffle qui s'est ensuivi à partir d'un certain stade, d'une certaine époque, parce que là, on n'a pas bien vu ce qu'était le film, c'est-à-dire on est passé d'un totalitarisme à un autre. Et effectivement, il y a une autre date qui compte. C'est-à-dire, vraiment, la nouvelle époque, elle était, si j'ose dire, sous-jacente aux époques précédentes. Là. Personne n'a entendu parler des opuscules de Teilhard de 1937. On dira, c'est moi qui les exhume, mais ça nous fait comprendre aujourd'hui. Alors, pourquoi le grand dévoilement a-t-il lieu aujourd'hui? À cause de la chute du mur de Berlin de 1989. Parce que toute cette histoire, en fait, pourquoi est-ce que les fondations américaines ont tellement aidé à la promotion de ce qui sera l'eugénisme nazi? Les lois de Virginie sont copiées littéralement par Hitler. Il ne faut pas se leurrer. Tout a été mis en place aux États-Unis. Et l'aide même, l'aide matérielle au laboratoire, l'aide aux institutions allemandes, a été la plupart du temps américaine. Et c'est à l'après-guerre, alors que les Américains ont remporté avec eux leurs blindés et pas mal de scientifiques allemands, il est clair qu'ils ont en même temps changé les noms d'un certain nombre d'officines, qui avaient des noms typiquement eugéniques et qui sont devenus des centres d'études pour la biologie ou la génétique. Bon, je l'explique dans mon livre, mais là, on a quelque chose. Et évidemment, les nazis sont bien pratiques, si j'ose dire, mais ça, on l'avait vu dans ce fameux colloque. Les nazis sont pratiques parce qu'on dit l'eugénisme, c'est le nazisme, c'est l'Allemagne, nous ne sommes plus nazis, nous ne sommes même pas allemands, et par conséquent, circuler, il n'y a plus rien à voir. Ben non, on voit bien que par Julian Huxley, le transfert a été fait. Mais ça ne s'est pas vu parce que tout cela était souterrain et ce qui a été évidemment la Deuxième Guerre mondiale, une tragédie mondiale, on pensait à autre chose. Et depuis 1917, à quoi pensait-on en ce qui concerne l'homme nouveau? À la tentative bolchevique, à l'idéal
de la transformation d'un homme nouveau, l'Homo soviéticus, hein, qui a disparu depuis pour laisser la place à l'homme russe, à l'homme tchétchène, à tout ce que vous voudrez, eh bien, toute la théologie chrétienne transcrite en termes historiques, la théologie du salut par la constitution d'un homme nouveau contre l'homme ancien, elle a été littéralement monopolisée par le communisme soviétique et ultérieurement ses versions chinoises, coréennes et autres. Et donc, à la chute du mur de Berlin, ben voilà que tout ce qui avait été investi tombe à plat. Et c'est comme à la bourse, quand on est déçu de ses placements, ben on change ses placements. Et c'est là qu'il y a eu la réapparition de ce qui a été alors l'autre utopie, l'autre version qui permettait de fonder l'homme nouveau, qui s'est appelée transhumanisme. Et là, bon, c'est tout à fait net. 89, chute du mur de Berlin. Francis Fukuyama, qui est un philosophe secondaire américain, a très bien compris que c'est la fin de l'histoire. Et 10 ans après, il écrit, mais non, c'est la fin de l'homme. Pourquoi? Parce que le communisme s'est cassé le nez sur la nature humaine, qui est décidément intransformable. En revanche, ce que le communisme n'a pas su faire, la technique moderne saura le faire, s'attaquer à la nature humaine biologique. Alors là, la faiblesse de Fukuyama, c'est de confondre nature humaine et nature biologique de l'homme, bien entendu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En 89, c'est un philosophe américain, Esfandiari, auteur de Are You a Transhuman, qui a lancé en même temps que la chute du mur de Berlin et pratiquement en même temps que l'apparition d'Internet. Là, c'est tout à fait étonnant. Et donc là, tous les désirs humains les plus archaïques vont se retrouver repositionnés. Et là, ça va être un essor absolument formidable, dont un des moments clés va être 1999, la lettre d'adieu à la mère nature de Max More, fondateur des extropiens, c'est-à-dire pionnier du transhumanisme. Et là, c'est étrange, mais tout à fait significatif. En réalité, il est né Max O'Connor et il s'est renommé Thomas Moreau Max More. Allusion à Thomas More, fondateur de l'utopie. Max More, donc c'est Monsieur Plus, Monsieur Plus, Monsieur Plus. Et sa femme, Nancy Clark, s'est même renommée Nasha Vitamore, plus longue la vie. Donc là, c'est, si j'ose dire, un signe. On change de nom, ce qui est la mode aujourd'hui en Norvège et dans d'autres pays. Hein. Après tout, le nom qui m'a été imposé, le sexe qui m'a été imposé, tout cela, je n'en ai rien à faire, je suis projet de moi-même, je choisis tout. Et très très peu de temps après est né le projet NBIC, le projet de grande convergence des techniques, des nanotechnologies, la biologie, l'informatique, les sciences cognitives, qui doivent nous fabriquer le fameux post-humain. Et qui paie? Les GAFAM. Qui a fondé l'Université de la Singularité, dont le chef est Ray Kurzweil, c'est Google, qui prévoit d'envoyer, quand la Terre sera fichue, d'envoyer les gens dans la Lune, et ben c'est les fabricants de fusées qui viennent de servir la Station spatiale internationale, et ainsi de suite. Qui prévoit des sociétés apolitiques, privées, instaurées dans les îles, dont une partie du projet se trouve d'ailleurs dans les eaux de tahitiennes, et ben ce sont les mêmes, ces fondateurs de PayPal, et ainsi de suite. Donc, tous les richissimes des grandes sociétés, Amazon et autres, sont ceux qui, en même temps, alimentent aujourd'hui ce business. Et je pense qu'après l'épidémie de Covid, en fait, la plupart des grandes causes, on voit la grande cause antiraciste avec plein d'amalgames en train de se produire sous nos yeux, mais en fait, ce sont des causes qui sont déjà réglées en soi. Tout le monde est persuadé qu'il n'y a pas de race humaine, tout le monde est persuadé que la femme a des droits, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui nous manque encore? C'est pour ça que j'y crois. Ce qui nous manque encore, c'est la modification de la nature humaine qui sera enfin rebelle à tous les virus issus de la chauve-souris. Donc, on va voir revenir en force, je pense, l'idée que la science a été défaite par le Covid, eh ben, elle va prendre sa revanche. Elle va prendre sa revanche en disant, ce qui nous manque maintenant, c'est d'améliorer l'humanité pour qu'elle soit enfin résistante à toutes ces cochonneries. Donc, voilà où on en est. Donc, je vais m'arrêter là en disant que nous sommes maintenant, disons, pratiquement à une sorte de tournant parce que nous sommes en pleine contradiction. Et je reviens sur ce que je disais, ce parallèle étonnant de cette même journée de septembre 2019, quand les lycéens défilent avec le slogan « Pas de nature, pas d'avenir » et qu'on débat de la nouvelle loi bioéthique en France en disant que, maintenant,
l'enfantement, c'est une affaire de construction au libre choix des parents d'intention. Ce qui a d'ailleurs été confirmé par le Conseil d'État, qui a mis en garde quand même tout le monde, les gens. Hein, c'est quand même intéressant, le rapport du Conseil d'État sur le projet de loi, au paragraphe 42, pour ceux qui s'intéressent, le Conseil d'État dit ceci: innovation majeure que représente l'introduction dans le droit de la filiation d'une parentalité par effet de la volonté. Donc, fin de la généalogie, c'est la volonté qui la remplace. Donc, j'espère que vous avez pas mal saoulé. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos objections ou questions éventuelles. Merci beaucoup Dominique. C'est formidable. Ça nous a fait un parcours tout à fait passionnant et enrichissant. En t'écoutant, d'abord, avant d'intervenir moi-même et de discuter 2 minutes avec toi, j'invite tout le monde à poser des questions et à converser avec Dominique par le biais de le petit signet de conversation pour poser les questions. C'est plus simple et plus facile. Et ça, c'est une première chose. Donc, je vous invite les uns les autres, si vous avez des questions ou des interventions à faire, de procéder de cette façon. Moi, en t'écoutant, j'ai fait plusieurs associations. Alors, la première, c'est, je me souviens, quand j'étais encore chercheur au CNRS dans mon labo d'éthique, on avait reçu, ça allait de soi, vu les questions d'éthique contemporaine qui pouvaient tourmenter tout le monde, des collègues qui étaient là, on avait reçu au moment de la campagne du Pax les présidents, les responsables des associations homosexuelles, gays et lesbiennes. Et il était tout à fait patent qu'au-delà du Pax, ce qui était visé, c'était la question de l'homoparentalité. Et j'ai posé la question mais comment vous allez appeler les parents, comment vous allez nommer les parents, comment vous allez les nommer, alors qu'il faudra toujours, pour le moment, en tout cas, à ce qu'on sache, un homme et une femme pour faire un enfant. Ça a fusé immédiatement, comme ça, les fabricants. Ah oui. Donc, tout était déjà là, c'est-à-dire qu'il y a sous des revendications qui ont l'air d'être revendications émancipatoires, libératoires, il y a la concrétion dans une langue qui est une langue chosifiante comme conséquence d'une émancipation sans limite. J'étais dans la scène même. Elle avait une valeur de métonymie, une métaphore de tout ce qui était en jeu, rien que de dire de cette façon. Alors, ce que je pensais de ce que tu disais aussi, c'était de ce que tu décrivais. Alors, une autre association que je faisais de ce que tu disais à propos surtout du soutien de ce qui venait d'Amérique et de Virginie par rapport au nazisme, mais c'est que la plupart des grandes associations pour l'eugénisme et pour l'euthanasie aux États-Unis dans les années 30 étaient de gauche. Oui, ben oui. Et elles ont envoyé en 1936, lorsque les premières lois sont parues en Allemagne nazie, elles ont envoyé des félicitations au Führer quand même, tout en étant des associations de gauche américaines. Et j'ai oublié le nom là. Toi, tout à l'heure, c'était Alexis Carrel que tu cherchais. Voilà. Et moi, à mon tour, j'ai oublié le nom d'un auteur qui est un historien des sciences allemand. Comme on sait, les Allemands, ils connaissent les choses de près, vu la langue, vu la familiarité avec la langue et qui sont sur le sujet. Donc, on a des ouvrages tout à fait de qualité qui viennent d'eux, de l'après-guerre. Et cet auteur historien des sciences en Allemagne avait remarqué qu'un des points de passage, pas des intellectuels, mais des savants de gauche vers le nazisme, un des points majeurs de passage, un des couloirs, c'était la question de l'euthanasie et de l'eugénisme. Il était de gauche et il passait au nazisme du jour au lendemain sur cette question-là. Il faisait cette remarque. Voilà. Alors, voilà, une fois ces 2 remarques faites, ce que j'entends dans tout ce que tu disais, dans tout ce que tu développais, c'est que c'est fondamentalement, tu renvoyais à des fantasmes archaïques, mais moi j'entends une dynamique de pousse à la mort.
pousse à la mort de l'espèce humaine elle-même. Oui. Tu vois, pour ajouter aux citations que tu faisais des transhumanistes, il y avait cette citation que j'ai repris là, que j'avais citée dans un de mes bouquins, de Kevin Warwick, qui disait les humains seront considérés, grâce au transhumanisme, comme une expérience ratée. Ouais. Donc, je me rappelle au départ qui a dit ça, et Warwick ajoute, nous sommes les chimpanzés du futur. Oui, c'est ça, c'est ça. Les chimpanzés. Oui, c'est ça. Et c'est cette espèce de pousse à la mort, parce que ce qui a l'air d'être allé vers le vivant ne va que vers la mort. Oui. Alors, je te livre ça. Alors, à toi de le commenter si ça a un sens. Ah, mais ça a un sens, parce que, en plus, je vais plus loin. Bernard-Henri Lévy, qui n'est peut-être pas une autorité en tout domaine, a justement observé. Il a publié un bouquin Presse-Bouton très récemment, je l'ai entendu à la radio, en disant c'est très étrange de voir ces écologistes devant ce spectacle des rues vides d'humains et où on trouve tout d'un coup des animaux qui prennent leur place. Eh bien, il dit, et je pense qu'il a raison, il y a une partie des écologistes aujourd'hui qui considèrent qu'il faut mettre fin à l'humanité. Il y a l'un d'entre eux, en tout cas, qui nous dit qu'il ne faut pas seulement arrêter de prendre l'avion, mais il faut arrêter d'enfanter. Parce qu'un bébé, ça vaut tant de tonnes de CO2. Donc, il y a un lien aussi avec ces mouvements écologistes, les Khmers verts, enfin, durs, qui fait que tous ces rapprochements, il y a objectivement une sorte d'intersectionnisme, de mélange entre des tas de gens dont les positions de départ sont différentes. Car on observera que les écologistes, à part quelques-uns qui sont méritants de ce point de vue-là, comme José Bové, sont tout à fait d'accord pour n'importe quel procédé technique à fabriquer des enfants pour tous les sexes ou les antisexes du monde. Et ce n'est pas eux qui protestent au nom de la nature, alors qu'on dénature. L'homme peut devenir une matière première et ça ne les dérange pas. En revanche, on défend les ours. Enfin bon, moi, quelque chose que... Hein. Oui, et tout à l'heure, tu parlais du clivage en septembre 2019, là. Ce clivage qu'il y avait entre les jeunes qui défendent la nature et puis ce qui se passait avec Macron. Mais en fait, le mécanisme du clivage, comme le mécanisme de l'intersectionnisme, ils ont quelque chose de commun. Oui. Et ça finit par se retrouver. Oui. Tu vois, c'est une forme de connectivité tout à fait. Tu parlais de la technique, c'est vraiment quelque chose qui relève de ça, du technique, et pas de la dialectique ou pas de, tu vois. On arrive à fabriquer de la dialectique. Enfin, j'essaie pour trouver. Mais bon, après tout, quand on est dans le délire, on dit qu'il n'y a rien de plus logique qu'un délire en pathologie. Donc là, il y a quelque chose comme une pathologie collective. Oui, bien sûr. Là, faut... Honnêtement, on en entend trop de toutes sortes qui dépassent on y perd son grec et son latin réunis. Non, il y a sûrement quelque chose, un verrou symbolique qui a sauté. Oui. Et à mon avis, c'est tout le montage enfin, c'est ce que je prétends et c'est ce que j'essaie de faire avec le soutien et la contribution de gens comme toi et comme nos amis comme Bronstein ou Monette, Vaquin, etc. Il y a dans le monothéisme quelque chose de l'ordre du symbolique qui a sauté dans nos sociétés contemporaines. Le symbolique a sauté. Et ce verrou-là ayant sauté, alors tout. Or, parmi les choses qui ont sauté, j'évoquais tout à l'heure Élisabeth II, il y a le père, je disais, il y a la dette aussi. Or, ces gens qui ne se réalisent que d'eux-mêmes et qui ne valent et qui ne doivent qu'à eux-mêmes, c'est des gens qui n'ont pas de dette et qui refusent la question de la dette. Il y a pas, on est à l'opposé de Léon Bourgeois, l'inventeur du solidarisme, qui disait on est en dette envers la société et nous n'acquitterons notre dette qu'en donnant aux générations à venir. Et bien, c'est ce truc-là qu'on s'était.
Non, la dette, elle est pour les générations à venir, hein, les emprunts actuels. Alors, je vois une question de Ziva Postek. Quel pouvoir ont les institutions éthiques? Elles sont à la botte, la plupart des institutions. Si on parle du CCNE, le CCNE a été révisé à l'époque de la présidence Hollande de façon à ce qu'on soit à peu près sûr que les projets étaient déjà dans le circuit et qui n'ont pas été exécutés à l'époque de Hollande, que les projets trouveraient un bon accueil. Donc c'est très, très ambigu cette histoire du CCNE. Hein. C'est pas une juridiction, c'est une institution qui donne des avis, qui ne prend pas de décision, mais qui en réalité, dans un abouchement, un bouche à bouche un peu étrange et réciproque avec le pouvoir en place, puisque le pouvoir en place a un pouvoir de nomination, et que le premier conseil tel qu'il a été, le premier comité tel qu'il a été constitué, mettait en présence des représentants des grandes tendances spirituelles et culturelles du pays, et ça n'est plus vrai. Donc, bon, un jour, quelqu'un écrira une histoire, ça commence à se faire, on le sait. Bon, moi, je veux pas faire état publiquement d'indiscrétion de ce que je sais qui s'est produit récemment. Bon, mais il y a de la manipulation dans l'air. Voilà. Ouais. En revanche, les espaces éthiques régionaux fonctionnent bien pour la plupart, parce que c'est un lieu de débat. C'est pas la même chose. Mais alors de toute façon, mon point de vue, alors de philosophe qui fait de l'éthique, est que on ne peut pas déléguer l'éthique à qui que ce soit, à quelque comité que ce soit. L'éthique de comité, ça ne peut pas être une éthique. Où nous sommes entièrement responsables, ou nous ne le sommes pas. Ce qu'on peut faire, c'est aider, c'est faire comprendre, c'est donner une formation à l'éthique, parce que c'est pas simple. Il faut être au plus près de ce qui se fait, sinon on dit des bêtises. Par exemple, pour les fins de vie, il est bien clair que ce qu'on a pu entendre comme sottise à propos du fait de réanimer ou pas réanimer, c'est absolument extravagant. Si on ne sait pas ce que c'est que la réanimation, si on ne sait pas ce que c'est le genre de choix auquel on a affaire quand on est dans un service de réanimation, moi je l'ai appris parce que j'ai été au comité d'éthique de la Société des réanimateurs de langue française pendant près d'une dizaine d'années, comme Lisa Dade d'ailleurs. Bon, bah là, on apprend sur le tas. Alors, on apporte des concepts, on comprend que les intuitions et les opinions des praticiens méritent d'être discutées et interprétées. Je me souviens par exemple que l'idée d'arrêt des traitements, bon, vous savez, nous deux philosophes, nous leur avons fait subir à peu près une journée de débat, à peu de choses près, sur le concept de traitement actif. Qu'est-ce que vous entendez par traitement actif? Ben, ça n'allait pas de soi. Et donc, c'est là, la formation, ça peut exister. Mais le prêt à penser, le prêt à agir, non. Et puis, la corruption des comités, là, c'est quelque chose qui est navrant. Ouais, moi, quand les premiers comités ont été créés, j'avais un sentiment que c'était comme des rustines, tu vois, qui essayaient de boucher le trou, que ça partait, hein, ça se vidait. Mais c'est devenu pire que ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est des chambres de caution plutôt que des rustines. C'est en train de devenir comme ça, malheureusement, pour l'un d'entre eux en tout cas. Oui. Mais pas tous. Hein. Dans les régions, on travaille. Alors, je vois une nouvelle question, une nouvelle remarque de Hélène. N'oubliez pas néanmoins la dynamique positive qui existe aussi de l'intersectionnalité humanité, qui vise à faire prendre conscience du cumul des discriminations cumulées. Et là, justement, il est question d'humanisme oublié. Soit parce que l'humanisme, les questions éthiques sont bradées à la solde d'experts. Je suis bien d'accord avec le fait qu'il s'agit bien d'éduquer et donc d'être dans une transmission. Intersectionnalité humaniste, pardon, c'est difficile d'écrire en vous écoutant. Ben oui, merci en tout cas de l'effort. Oui, alors bon, ben, si de promouvoir ça, ça serait une excellente idée, hein, mais ce n'est pas ce qui s'est produit.
Depuis que ça a été inventé par un sociologue américain, on est dans le registre que Nietzsche appelait celui du ressentiment, celui de la concurrence des victimes. Et il manque effectivement la dimension humaniste, puisque ça, c'est une dimension de victimisation, de revendication, et qui est en train de tourner, si j'ose dire, au vinaigre, puisque c'est en train de tourner à une sorte de néo-racialisme. Et c'est ce qui s'est passé là depuis quelque temps, avec un énorme effet d'amalgame, c'est-à-dire que effectivement, le racisme, qui est une des tares finalement de la civilisation nord-américaine, hein, c'est clair, a servi, si j'ose dire, d'éléments de locomotive à toute une série d'autres éléments qui font que, d'après un livre qui a été récemment écrit sur les universités américaines, chacun devient son propre petit intersectionniste à soi tout seul. C'est-à-dire, moi, je suis discriminé parce que, par exemple, j'aime pas les radis. Non, mais ça va jusque-là. Hein. Donc, il y a quelque chose de très, très, très curieux qui c'est en train d'exploser, en fait. En train d'exploser dans le ridicule quand on suit un petit peu ce qui se passe dans les campus américains où l'idée de la privacy, c'est-à-dire, vous connaissez le slogan, hein, My privacy is my castle, mon privé et mon château, c'est pas ma vie privée, c'est mon identité personnelle subjective. Et donc, moi qui suis l'unique, comme Max Stirner, je me sens pratiquement pris en défaut dès qu'il y a quelque chose qui peut attenter à ce que j'estime être soit mon opinion, soit mon orientation personnelle. Alors, ça a commencé par des choses du genre majeur, du genre j'ai ma couleur de peau, etc. Mais c'est plus du tout ça maintenant. C'est conservé, mais on y ajoute tous mes petits caprices individuels, toutes mes petites orientations individuelles. Et donc, je me sens offensé dès que, enfin, c'est que ça me gosse, quoi, si vous voulez. Le tyran domestique, comme on dit chez nous, ou comme le disent les Chinois avec la politique de l'enfant unique. Donc, vous voyez, ça va très, très vite, ce genre de choses. Alors, si vous voulez fonder un intersectionnisme humaniste, pourquoi pas? Mais c'est pas le bon. Enfin, disons, celui qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est pas ça. Mais ils embarquent des gens de bonne volonté, quoi. C'est ça le problème. Hein. Mais en même temps, ce sont des ultra-gauchistes hein, aux États-Unis. Et puis en même temps, des petits capricieux qui ont été mal élevés, hein, faut dire ce qui est. Là, je cite simplement de mémoire le livre d'un Américain sur ce qui se passe dans les campus, mais j'ai des collègues qui m'ont garanti que c'était bien comme ça. Le prof doit commencer par s'excuser de tout ce qui va être jugé choquant dans son propos, même s'il parle de Baudelaire. Il y a tout d'un coup quelqu'un qui va dire non, j'ai droit à mon intimité et il y a pratiquement, on a pratiquement droit à pouvoir sortir du cours et aller dans un endroit réservé où on sera à l'abri. Et ça, c'est caricatural. Quoi. Ben oui, c'est comme ça. Mais je vous encourage à continuer dans la version humaniste de la chose, si c'est ça. Bon, Dominique, si je ne vois pas d'autres questions apparaître, je te remercie énormément de ton temps et de ta présence et de tout ce que tu nous as apporté. Je rappelle ton dernier livre que tu as évoqué beaucoup dans cette conférence, Made in Labo, de la procréation artificielle au transhumanisme aux éditions du CERF. Ben, ça ne peut être qu'une source pour prolonger et amplifier encore ta conférence. Je vous rappelle les uns les autres que la prochaine conférence aura lieu le 25 juin. Elle portera sur le complotisme avec Rudi Reichstadt. Et merci à tous et merci encore à toi, Dominique. Merci à tous.